Donc en bas, les conditions. Donc il y aurait trois grandes familles de conditions qui permettraient de favoriser le développement de ce processus. Ce sont les sécurités. Le fait de se sentir en sécurité facilite et simplifie les processus intellectuels de la cognition. Donc sécurité physique et sécurité affective. Donc la sécurité physique, on voit à peu près ce que c'est. En France, ça touche les enfants qui sont soumis à des violences physiques, la plupart du temps sur des espaces de temps de récréation. Ça touche aussi tous les phénomènes de harcèlement. Et puis se cache aussi derrière les sécurités, notamment, alors ça c'est un peu plus fréquent malheureusement en France, sur les sécurités affectives, toutes les pratiques, entretenues ou pas par les enseignants, de moquerie et de raillerie. C'est malheureusement fréquent, mais pas pervers du tout, que lorsque un enseignant pose une question à la classe, un élève répond ou il répond complètement à côté, que soit autorisé pour rigoler, qu'on rigole de la situation. Et ça, la conséquence de ces moments-là, c'est que ça génère des émotions désagréables de la part de celui qui se fait moquer publiquement, et ça l'invite à prendre de plus en plus conscience que la prochaine fois, lorsqu'il aura envie de dire quelque chose, il se taira. Et ça, c'est quand même très problématique parce que pour apprendre, on a besoin d'essayer. Et si les enfants rentrent dans des postures où ils préfèrent rester dans le confort de retrait plutôt que de prendre le risque d'essayer, ça va être très discriminant. Et au final, ils ne vont lever la main pour prendre le risque de répondre que les élèves qui le savent déjà. Donc, insister sur cette précaution de la sécurité affective dans les classes, en disant par exemple que les moqueries sont interdites, c'est pas de l'à côté, c'est pas parce que c'est la mode, c'est pas parce que c'est bienveillant, c'est surtout parce que derrière, c'est une condition importante qui permet à davantage d'enfants de mieux apprendre. La deuxième famille, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Donc là, l'investissement, ça correspond à la fois aux théories motivationnelles et en même temps à la relation affective qu'on a avec l'école. Lorsque des enfants développent des émotions agréables avec l'école et avec l'activité scolaire, c'est beaucoup plus facile pour d'apprendre. Lorsque les émotions sont plutôt désagréables, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, ce qui est très connu, c'est l'impact du stress sur l'apprentissage. Que des enfants aient peur d'échouer, ça a des conséquences en termes d'inhibition du système cognitif. Donc le fait d'autoriser l'erreur, de bien distinguer l'erreur de la faute, d'encourager les élèves à se tromper plutôt qu'à se taire et à ne pas essayer, ça participe justement à ces phénomènes-là. Et ensuite, dans les systèmes de motivation, vous avez entendu parler de Deci et Ryan. Je pense que tout le monde a entendu parler, mais pas avec le nom des auteurs. C'est eux qui ont introduit la matrice qu'on appelle la matrice motivationnelle de l'autodétermination, avec les motivations intrinsèques, extrinsèques. La dernière, c'est la motivation et l'apostrophe. Voilà. Donc une motivation intrinsèque, ça se définit comme étant une force intérieure qui nous pousse à travailler, à fournir des efforts, à se contraindre, parce que cet effort nous apporte de la satisfaction. Donc c'est extrêmement intéressant pour les élèves, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas apprendre sans effort. Une motivation extrinsèque, c'est une force intérieure qui nous pousse à nous engager, mais pas pour la satisfaction de faire l'effort, mais parce que derrière, il y a la récompense d'un gain ou le fait d'éviter une punition. Et la motivation, elle l'apostrophe, c'est la perte apprise de toute forme de motivation. Alors là, c'est catastrophique quand des élèves sont dedans. Alors, à l'école primaire,
les professeurs des écoles auront la chance d'être beaucoup moins confrontés à ce phénomène que dans le second degré. Des élèves amotivés. Il y en a quelques-uns à partir du cycle 3. Hein. Le problème, c'est que quand on a des élèves amotivés, c'est extrêmement difficile de les faire basculer dans autre chose. Donc c'est déjà un travail éducatif ambitieux que de faire en sorte qu'aucun de nos élèves perde en motivation, et en particulier en confiance en soi. C'est un travail très valeureux, ça. Sur la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque, la motivation intrinsèque, c'est la motivation noble. On travaille pour le plaisir d'apprendre. Bon, le problème, c'est que tous les élèves n'en sont pas là. Sauf à l'école maternelle quand ils arrivent. Hein. C'était les travaux ça, de Matthew Lipman, qui était un pédagogue américain. Il s'était aperçu qu'entre le passage de l'école maternelle à l'école élémentaire, il y avait une perte motivationnelle importante, qu'il attribuait entre autres à l'image de la classe du CP, où c'était la grande école, où on allait travailler, on n'allait plus rigoler, et ça allait être important. Et donc il a répondu à ça en introduisant les pratiques de philosophie pour enfants. Et l'idée, c'était de permettre aux enfants qui rentrent à l'école élémentaire de continuer à réutiliser cette curiosité naturelle qui est la leur. Voilà. Donc la philosophie pour enfants sert aussi à cet objectif. Sur la motivation extrinsèque, c'est tout ce qui est récompense et punition. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas de donner des récompenses aux élèves? Les bons points, les images, les faire jouer, leur dire si vous avez été sage, si vous avez bien travaillé, on fera un goûter, vous aurez des bonbons. Ça, là, c'est intéressant ou pas? Qu'en dit la recherche? Elle dit que ça marche. D'accord? Ouais, mais après, il y a Alors, quand dit la recherche, c'est assez simple. Ce sont les travaux de deux chercheurs canadiens qui ont bossé sur ça, là, Chouinard et Archambault. Vous trouverez ça dans un ouvrage qui s'appelle « Se motiver à apprendre » aux éditions PUF, Place universitaire de France. Ils expliquent que bon, la motivation noble, c'est la motivation intrinsèque, mais tous les élèves n'y sont pas. Donc des fois, il y a des enseignants qui mettent en place des systèmes de motivation extrinsèque pour entretenir la motivation des élèves. Bon. Lorsqu'on fait travailler des enfants pour qu'ils obtiennent une récompense ou qu'ils évitent une punition, alors c'est extrêmement intéressant pour les élèves qui sont en phase de décrochage motivationnel. C'est-à-dire que ça permet de leur envoyer l'information, ben, tu vois, tu peux y arriver, tu es capable. Donc pour eux, ça peut être intéressant, à condition que ça soit temporalisé. Parce que si c'est trop long, ça crée des systèmes de dépendance. Là où c'est problématique, la motivation intrinsèque, c'est pour les bons élèves. Parce qu'ils ont pu mettre en évidence que des élèves qui sont naturellement ou intrinsèquement motivés par la tâche scolaire en viennent à perdre cette motivation intrinsèque pour la transférer à ce qui a un caractère extrinsèque. Bon voilà, ça interroge quand même. Hein. Ça interroge. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si la façon dont on conduit, dont on organise la mise au travail des élèves, génère de la motivation intrinsèque chez les élèves, s'ils sont contents d'être là et s'ils ne rechignent pas à faire des efforts pour travailler, on touche rien. Si on voit qu'ils arrivent ou ils deviennent progressivement apathiques, voire ils sombrent dans de l'inertie, on peut introduire pour un temps des formes de motivation extrinsèque et penser quelque temps après à l'enlever. En leur disant, bon ben voilà, vous avez vu, vous êtes capable de travailler de manière extrêmement sérieuse et performante, est-ce que vous avez toujours besoin de cette carotte là, parce que le jour où vous n'en aurez plus besoin, vous pourrez être sûr que là, vous aurez grandi. Donc c'est ça qu'on améliore. Et puis la troisième famille, c'est ce qu'on appelle les disponibilités.
Alors, ce n'est pas de la disponibilité sous forme d'assiduité scolaire, c'est de la disponibilité cognitive et physiologique qui se traduit... Alors, ça c'est le plus compliqué de tout, hein, donc je vais aller vite, mais il y a des élèves qui, de par leur expérience de vie avant l'école ou à côté de l'école, ne sont pas encore parvenus à développer ce qu'on appelle la densité synaptique nécessaire pour développer un certain nombre d'apprentissages. C'est-à-dire qu'ils entendent ce qu'on dit, mais il manque un certain nombre de tissus neuronaux pour arriver à ancrer ce format d'apprentissage. Donc avec ces enfants-là, ce n'est pas du tout des formes de bêtises ou d'altération intellectuelle, c'est le signe qu'ils ont besoin de développer de l'expérience pour qu'ils puissent accrocher ce format-là d'apprentissage. Ce qui se cache derrière la disponibilité aussi, c'est l'attention et la concentration. Et notamment le fait d'avoir suffisamment dormi, d'avoir suffisamment mangé, et le fait aussi d'arriver à se concentrer dans la tâche scolaire. Et donc ça concerne là la disponibilité, tout ce qui concerne le calme dans les classes.